Allez, on se retrouve dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure d'entretien autour de l'actualité avec beaucoup de sujets régaliens cette semaine, Michel, qui vont tourner autour de la justice et de la sécurité. On évoquera notamment ce qui s'est passé à Cavaillon avec des voitures de la police nationale qui ont été incendiées par des trafiquants de drogue en réponse aux opérations Place Nette qui se sont multipliées ces derniers temps, mais aussi ce qui se déroule à Marseille où ce que l'on appelle désormais des narcomicides surviennent chaque semaine. L'État est-il encore en mesure de faire respecter son autorité dans le pays ? S'agit-il d'une question de moyens ou bien de volonté politique ? On vous entendra là-dessus, mon cher Michel. À Tourcoing, c'est une enseignante de lycée qui a été agressée par une élève après lui avoir demandé de retirer son voile islamique. Elle a été rouée de coups par l'élève dans l'enceinte évidemment du lycée. Cette professeure est aujourd'hui menacée de mort sur les réseaux sociaux. Alors que l'on commémorera la semaine prochaine le triste anniversaire, le 4e de la mort de Samuel Paty, est-ce que la laïcité a encore un sens dans notre pays ? Comment appréhender la question de l'entrisme islamique radical qui est en train de progresser? Autant de questions que je vais vous adresser, Michel. Enfin, en cette semaine, nous l'on commémore aussi le terrible anniversaire des attentats du 7 octobre en Israël. On fera ce constat que l'antisémitisme ne fait qu'augmenter en France, voire exploser. Par ailleurs, le nom du président Emmanuel Macron a été hué lundi soir lors de l'hommage organisé par le CRIF. Qu'en pensez-vous ? Est-ce encore un signe de l'affaiblissement de l'État et de la France ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Michel, on commence si vous le voulez bien ? Peut-être par Tourcoing, parce que ce qui s'est passé à Tourcoing avec cette enseignante qui a été rouée de coups, qui est sous le choc aujourd'hui par une élève à qui elle demandait de retirer le voile islamique, c'est quelque chose d'extrêmement symbolique à mes yeux. On va, je le disais, commémorer le 4e anniversaire de la mort de Samuel Paty dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on a appris ? En réalité, cette affaire du voile, ça fait 35 ans que cela dure. Qu'est-ce qu'on a appris depuis Creil, maintenant Tourcoing ? On n'a rien appris. Puis le pire n'est pas qu'on n'ait rien appris, c'est qu'on fasse des mouvements de menton. C'est-à-dire que la gauche nous fasse savoir, et la droite derrière. Une droite qui court après la gauche en se disant, oh là, il ne faut surtout pas qu'on soit présenté comme des gens d'extrême droite ou des fascistes ou assimilés au Rassemblement national. Donc là, pour le coup, on a des gens qui nous disent, il ne faut pas toucher à ces questions-là, il faut laisser l'islam, et puis voilà. Or, depuis 35 ans, la situation a changé. Pas du tout la même chose. On ressort les images de Lionel Jospin. On va l'écouter d'ailleurs dans un instant. Oui. Parce que, mais on voit que en fait, tout était déjà écrit en fait. Ce renoncement était déjà écrit. Oui, mais ils ne sont pas tant forts de leur force que forts de notre faiblesse, d'une certaine manière. Et ce qui est à reprocher, c'est pas tant que ces gens avancent leur pion, c'est que nous n'ayons pas été capables, nous en face, de faire savoir que ça ne pourrait pas se faire. Et qu'on peut aimer la France, qu'il y a une nation, qu'il y a une patrie, qu'il y a une culture, qu'il y a une religion, et que, etc., etc. La laïcité, la République, tout le monde se sert de ces mots-là. Ça ne veut plus rien dire du tout. Ils sont vidés de sens maintenant, ces mots-là, Michel ? Vous avez des gens qui sont pour des laïcités ouvertes et des gens qui sont pour des laïcités fermées. Alors la laïcité fermée, c'est de dire aucun signe. Voilà, on ne veut pas de signe du tout d'appartenance religieuse. Alors après, c'est la croix un peu trop visible. Après, c'est la kippa. Après, c'est le turban des sikhs, etc., etc. Et puis, ceux qui pensent qu'il y a une laïcité ouverte qui consiste à dire, eh bien, tolérons toutes les manifestations d'appartenance religieuse. Moi, j'aurais plutôt tendance à me retrouver dans ce camp-là, parce que, où effectivement, la laïcité devient un instrument islamophobe, je n'ai pas beaucoup utilisé le mot, mais parce qu'on va être obligé de dire que les juifs doivent enlever leur kippa. Moi, je n'ai pas envie que les juifs enlèvent leur kippa et qu'ils cachent leur kippa. Donc une laïcité ouverte, c'est ce que vous prenez. C'est une laïcité ouverte, mais en même temps avec cette idée que nous devrions pouvoir dire ce qu'est véritablement l'islam. On n'a pas la possibilité aujourd'hui de débattre véritablement en disant, mais c'est quoi vraiment l'islam ? Peu de gens ont lu le Coran. Peu de gens ont lu les... Et vous l'avez fait ? Oui, je l'ai fait. J'ai pris mal à main, j'ai des fiches, etc. C'est ce qu'on appelle les hadiths du prophète, c'est-à-dire les paroles qui ont été retenues comme étant véritablement du prophète, puisque ces hadiths ont été certifiés par des musulmans eux-mêmes. Et puis la sira, qui est la vie du prophète. Si vous lisez tout ça, il y a un certain nombre d'informations qui vous sont données, et on doit pouvoir en parler, notamment l'antisémitisme, la misogynie, la phallocratie, etc. Ça, c'est la théorie de l'islam. Et quand on dit l'islam est incompatible avec la République, c'est vrai. À quoi il faut ajouter que les pratiques musulmanes sont compatibles avec la République. On connaît tous des musulmans qui n'ont pas forcément lu le Coran, les hadiths et la sira, la vie du prophète, et qui disent mais non, c'est pas dans le Coran, moi c'est pas comme ça. Et qui s'inscrivent dans les règles de la République. Mais absolument, tout à fait et qui sont majoritaires. Il faudrait faire un front commun
avec ceux qui estiment que l'islamisme n'est pas l'islam et qu'on puisse effectivement dire il y a dans le Coran ce genre d'informations. Et pas la négation, comme souvent c'est le cas quand je suis avec des gens, chauffeurs de taxi qui me disent « Ah, monsieur Onfray, etc. » Mais vous dites ça sur le Coran, mais puis après ils me disent « Vous ne l'avez pas lu, il est mal traduit, il est publié chez des sionistes, etc. etc. » Non, le texte existe et parlons-en. Et les religions évoluent. Le christianisme a évolué. Il y a eu la Renaissance, il y a eu la philosophie des Lumières qui n'a pas craché sur la totalité du christianisme, une partie ici un peu, mais pas tous. Et c'est un travail qu'il faut faire en France. Si c'est pas en France qu'on doit pouvoir faire ce genre de choses, moi jadis, vous savez, je suis normand, vous êtes savoyard. C'est la France quand même. Hein. Oui, et j'avais souhaité, j'ai présenté la chose au président de région à l'époque, socialiste, en lui disant, faisons du Mont-Saint-Michel un lieu où les religions pourraient se parler. Et où on pourrait recevoir des musulmans, des juifs, et puis expliquer qu'est-ce qu'un sunnite, qu'est-ce qu'un chiite, tout le monde entend parler de ça, puis on ne sait pas trop ce que ça veut dire véritablement. Moi, je crois à l'éducation populaire. Je crois au savoir, je crois à la culture, je crois à la possibilité de faire avancer des idées et on peut résoudre plutôt les problèmes autrement plus facilement que de dire pour ou contre le voile. Bien sûr. Alors j'aimerais qu'on écoute quelques réactions des élèves de ce fameux lycée à Tourcoing. Ils ont été très partagés après l'agression de la professeure. Certains ont soutenu évidemment la professeure, d'autres ont soutenu l'élève. J'aimerais juste qu'on écoute leurs réactions avec un jeune élève qui s'appelle Bilal et vous verrez que les notions de laïcité sont assez intéressantes à entendre dans leur bouche. En France, c'est un pays de laïcité. C'est liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'elle le sait qu'à partir du moment où elle est rentrée dans l'établissement avec le voile, je pense qu'elle le sait qu'elle a fait une erreur. Maintenant, elle n'a pas voulu prendre cette erreur en compte. Moi, je la connais, ça ne lui ressemble pas du tout. C'est une fille, elle parle avec tout le monde, elle rigole avec tout le monde, il n'y a pas de problème pour ça. Je pense qu'il y a eu un malentendu entre les deux personnes. Et maintenant, elle a fait ce qu'il fallait pas faire. Et je pense qu'elle s'en rend compte que c'est très grave. Pourquoi une telle violence en fait pour un simple voile? Or que la professeure, elle aurait très bien pu demander à la jeune fille très calmement d'enlever son voile quoi, comme une adulte. Après ça c'est mon avis personnel, mais religieusement oui ça me dérange. Après bien sûr on est dans un établissement laïque. Donc voilà quoi, on sait qu'on doit l'enlever, donc on ne peut pas aller contre le règlement intérieur du lycée. C'est une prof super gentille, genre elle écoute tout ça, on n'a jamais eu de problème avec elle, elle est tout le temps là pour nous aider, genre c'est une prof incroyable, genre vraiment, et elle mérite pas de s'être fait frapper. C'est peut-être pas la même chose, mais regarde Samuel Paty, genre il y a eu des problèmes et tout pareil, et au final genre il s'est fait égorger, là imaginez il arrive la même chose à la prof, que ça parte en vrille, que les parents ça part en vrille et que... il se passe un truc similaire, quoi. Enfin... Voilà pour les paroles de ces élèves du lycée de Tourcoing. C'est intéressant ce qu'ils disent, Michel Onfray. Oui, ils disent des choses. Ils disent des choses, beaucoup de choses. J'allais dire voilées, mais cachées. C'est-à-dire qu'ils ne témoignent pas directement, déjà. Vous avez vu une espèce de terreur. Ils sont mineurs, on n'a pas le droit. Oui, d'accord. Voilà, de montrer leur visage. D'accord. Si, mais on c'est la loi. peut trouver qu'ils soient majeurs. La jeune fille qui a frappé, elle était majeure. Je vois au lycée avoir 18 ans aujourd'hui, ça arrive souvent. Ça arrive plus souvent qu'en mon temps. Simplement, il s'est passé plein de choses dans cette histoire. On n'a pas tout raconté. Moi, j'ai croisé des informations. Alors, pas TF1, pas France 2, puisque, effectivement, j'ai regardé le midi pour avoir des infos. Il n'était pas du tout question d'information. C'est passé totalement sous silence. Mais la jeune fille enlève son voile dans le lycée. Et elle remet son voile quand elle a quitté le lycée. Et il semblerait qu'elle ait remis son voile presque en sortant, presque à la sortie, mais encore sur le territoire du lycée. C'était dans l'enceinte du lycée. Dans l'enceinte, mais dans la direction de la sortie. Oui, mais il n'y a pas de débat. Si, il y a un débat dans cette idée que les lycéens sont des ados, quoi, et plus encore aujourd'hui quand ils ont une vingtaine d'années, et il y a de la provocation dans cette façon de faire, en disant, bon, dans 3 mètres, je sais pas, 40 mètres, j'en sais rien, je vais remettre mon voile, mais je vais le remettre tout de suite. Et cette professeure qui n'est pas son professeur, elle n'est pas sa prof, arrive directement en lui disant, c'est interdit, etc. etc. Et puis après, elle n'aurait pas dû faire ça, Michel ? Je dis simplement qu'il y a un moment donné où il ne faut pas faire des affaires d'État, de choses qui doivent pouvoir se régler plus simplement. C'est un peu ce que dit Lionel Jospin. Quand il dit on doit pouvoir régler les choses sans qu'il y ait 50 caméras et sans qu'il y ait des dizaines d'heures d'émissions pour nous dire pour ou contre le voile, pour ou contre l'islam, est-ce que l'islam est et c'est la même chose que l'islamisme, enfin des débats qui n'en finissent pas, puisque de toute façon on ne tranchera rien sur ce sujet-là. Moi j'ai été prof pendant 20 ans. Quand vous êtes prof et que vous avez affaire à des jeunes, vous avez le devoir de les calmer, de les tenir, de les retenir, et vous avez le devoir de ne pas les insulter, de ne pas les frapper, d'être délicat, etc. Vous savez très bien. Là, en l'occurrence, c'est la prof qui s'est fait frapper, Michel. Oui, j'entends bien, je ne défends pas la violence. Je dis simplement que si on ne comprend pas qu'il y a une espèce de jeu du chat et de la souris avec ces gens qui finalement essaient de tester,
Et si vous Évidemment. testez... Voilà, mais quand elle est arrivée au tribunal, cette jeune fille, il y avait un chignon et une et veste pas de de voile sur la tailleur. tête, Donc elle n'avait pas évidemment. de voile sur la tête. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de jeu dans lequel il ne faut pas rentrer. Moi, je crois toujours à la discussion, à l'intelligence, et puis à des interdictions qui sont expliquées et motivées. Mais c'est pas un jeu en réalité. Non, mais je dis jeu parce que Oui. vous voyez bien, c'est le chat et la souris elle y laisse sa peau dans ce jeu-là. Hein. Bien sûr. Donc c'est une façon de parler, Parce j'entends que le bien. nom de l'enseignante est sur les réseaux sociaux, elle est menacée Bien de mort, sûr. elle est sous le choc. C'est ce que moi, veulent je me ces place gens-là. de son côté elle aussi. C'est ce que veulent ces gens-là. Très, très exactement, c'est ce qu'ils veulent, c'est-à-dire remettre de l'huile sur le feu. Tant que la chose ne sera pas gérée de manière étatique, avec un chef d'État qui soit digne de ce nom, avec un État qui soit digne de ce nom, avec des réponses qui viendraient de l'État, justement, et qui diraient ça oui, ça non, ça vous aurez... C'est pas tout de suite la prison. L'alternative, c'est pas de tout dire, laisser faire, etc., et puis dire on sera inflexible et ça ne recommencera pas, et puis de dire vous avez fait ça, 6 mois de prison. C'est pas non plus ça. Il y a un moment donné où quand on est chef d'État, on est chef de tout le monde, et on doit gérer avec ce qui s'est passé. Depuis la prise de parole de Lionel Jospin à aujourd'hui, c'est passé 35 ans. Et donc effectivement, les flux migratoires ont été de plus en plus importants, une espèce d'insolence s'est installée et manifestée. L'État, vous me posiez tout à l'heure la question, quand il s'agit de traverser une municipalité avec votre voiture à 53 à Il fait l'heure... un excès de vitesse, là, excès de il fait vitesse. respecter l'autorité de 3 l'État. jours après, vous avez un papier dans votre boîte aux lettres et vous en retrouvez. C'est sûr. Et quand il y avait le Covid, si vous sortiez 5 minutes avant l'heure ou après l'heure, plutôt, c'était 135 € et vous aviez la facture. Donc l'État, quand il veut, le peut. Le peut. Simplement, je pense que l'État ne le veut pas parce que l'Europe le lui interdit. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. On évoque cette question de la laïcité à propos de ce qui s'est passé à Tourcoing. On va écouter Lionel Jospin. C'était en 1989, juste après l'affaire du voile de Creil. Et vous allez voir que pour lui, déjà à l'époque, le voile n'était pas un motif d'exclusion de l'enceinte scolaire. Écoutez l'ancien Premier ministre. Ces affaires sont limitées. C'est-à-dire que de nombreux enfants d'immigrés ou d'origine, par ailleurs, confessionnelle différente, sont accueillis par les écoles, et notamment par l'école publique, sans problème. Et j'ai envie d'ajouter une deuxième chose. Je ne suis pas sûr, bon, on a posé des questions de principe, c'est sûrement utile, mais je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à braquer les médias à chaque fois qu'il y a une petite fille qui va avec un foulard sur la tête dans une école. J'ai l'impression qu'il faut traiter ces problèmes avec calme et avec discrétion. Si à chaque fois on en fait une affaire nationale, on ne nous aidera peut-être pas à les résoudre. L'école, en France, doit accueillir tous les enfants. Bien. L'école ne doit pas être un lieu de refus ou d'exclusion. Et, à mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant. Ensuite, c'est par le dialogue avec les parents, avec la communauté représentative, avec les enseignants, avec les élèves concernés, qu'on règle les problèmes et pas toujours, si possible, sous les projecteurs des médias. Pour Lionel Jospin, en fait, tout était déjà dit. Non, on est Michel injuste. Onfray. Vous savez, on est nombreux à râler contre le wokisme qui juge le passé avec les critères du présent. Il ne faut pas faire la même chose avec Lionel Jospin, pour lequel j'ai de la sympathie. C'est pas un ami, c'est pas une personne que je connais, je suis pas socialiste. Donc, Mais là, on est en 1989. oui, et il dit des choses qui relèvent du pragmatisme. Il y a un moment donné où vous pouvez faire de l'idéologie. Et les gens n'arrêtent pas de faire de l'idéologie. Il y a ceux qui sont totalement pour, les Mélenchon, qui disent il faut des voiles partout, etc. Puis ceux qui sont totalement contre, et qui disent non, il ne faut pas du tout, pas un seul, on ne veut pas voir ça, Oui, qu'on expulse tout on ce l'a dit monde-là, il y a un etc. instant. Lui, il est pragmatique. Et moi, je vais l'être aussi dans la foulée. Je veux dire, bon, d'accord, on met cette jeune fille en dehors de cette école, on la met à la porte. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Vous allez créer des écoles coraniques dans lesquelles, pour le coup, tout le monde aura un voile. Dans lesquelles, pour le coup, on dira que Darwin se trompe, que Galilée se trompe, que la Terre est plate, que Darwin se trompe et qu'on ne descend pas d'un singe, etc., etc. Et on en sera où, là? C'est-à-dire, on va faire avancer plus encore ce qu'on voudrait empêcher d'avancer. Donc, il y a un moment donné où il fait l'éloge du calme, il fait l'éloge de la discussion, il fait l'éloge de la culture, de l'intelligence. Et puis, il dit, arrêtons aussi de mettre de l'huile sur le feu dans les médias. Et à l'époque où il s'exprimait, il n'y avait pas nos chaînes d'infos continues, où il faut absolument entretenir, nourrir. Et puis, on fait ça pendant une journée, 2 journées, 3 journées, et puis ça n'arrête pas. Oui, mais en Et même il est temps, pragmatique. Alors, vous savez, on chez est Max d'accord, Weber, Michel Onfray, mais cette jeune femme, elle n'a pas été exclue de l'établissement pour rapporter le voile. Non, mais j'en fais. Elle a roué de coups sa professeure. Oui. Bah oui, mais c'est une énorme différence. Simplement, je ne sais pas comment les choses se sont passées. Alors après, on dit c'est elle qui a commencé, après c'est l'autre qui a commencé. Ils se sont touchés. On ne doit pas toucher les gens. On ne doit pas toucher un élève, on ne doit pas toucher un prof non plus, ça me paraît évident. Oui, non, d'abord. on est d'accord. Simplement, il y a un moment donné, vous savez, Max Weber opposait l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est j'ai des principes, et les principes, ça passe avant tout. Puis après, les hommes, tant pis, on s'en moque. Il faut être concret, il ne faut pas être dans l'idéologie. Qu'est-ce qu'on va obtenir
Si on met à la porte des jeunes filles qui portent le voile, et à un moment donné, on va créer une multiplication d'écoles coraniques en disant mais il n'y a pas de problème, le Qatar va installer des écoles dans lesquelles vous allez voir, ça va être terrible là pour le coup. Donc il y a un moment donné où ça doit pouvoir se négocier, et il a raison, pas sous le feu médiatique, parce que il y a des récupérations de part et d'autre, et c'est jamais très bon pour la vérité. On va juste écouter Didier Lemaire, Michel Onfray, professeur de philosophie, qui était invité sur nos antennes cette semaine, qui lui explique que ce qui se passe dans nos écoles est très grave. Écoutez son diagnostic. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas des faits isolés, ce sont des faits qui sont coordonnés, qui ont une dimension politique. Il y a eu cette offensive islamiste à partir des années 2000-2010 qui s'est renforcée. Or, l'État a abandonné ces enfants à des recruteurs. C'est ce qui s'est passé notamment à Trappes, où j'ai enseigné. Oui. En 2010, les recruteurs sont arrivés. Le milieu a été peu à peu... Les recruteurs, c'est-à-dire ? Des recruteurs salafistes, des idéologues, des fréristes, etc. Ils ont utilisé la religion comme un cheval de Troie pour détruire notre pays. Voilà. Et il faut une réponse politique face à ce cheval de Troie. Un cheval de Troie. C'est une image très claire, ce que dit Didier Lemaire, Michel Onfray. Mais il a raison aussi. C'est-à-dire que Lionel Jospin s'exprimait il y a 35 ans, lui s'exprime avant-hier, ce monsieur, mon collègue de philo, si je me souviens bien, il était professeur de philosophie. Exactement, philo. Et donc, il sait de quoi il parle. Effectivement, tout ça a empiré. Mais j'ai toujours tendance à avoir un peu de compassion pour les jeunes. J'ai été 20 ans prof, j'en ai côtoyé des enfants de 20 ans, enfin des jeunes de 20 ans, un peu plus, un peu moins. Et ils sont à vif. C'est-à-dire, on leur dit la France est détestable, c'est le colonialisme, c'est Vichy, c'est Pétain, c'est la traite négrière. Ça n'est que ça, la France. Et on a des chefs d'État qui nous disent qu'il n'y a pas de culture française, qui nous disent on va inviter à l'Élysée des gens qui disent qu'il n'y a pas de culture française. Donc on se rend détestable. Et un enfant a besoin d'une identité. Si à l'école on lui dit surtout déteste la France, surtout déteste les valeurs de la France, surtout déteste la République, tout le monde en parle tout le temps, mais enfin, il n'y a pas que la République. La République, c'est une modalité de la France, mais la France, ça va au-delà. Et il y a un moment donné où ces enfants ont besoin d'une identité. Alors oui, les recruteurs, c'est un peu comme les passeurs, il a raison. Il y a un moment donné où il faut moins accabler les gens qui ont traversé la Méditerranée que les passeurs sur lesquels on ne dit rien. Et donc les recruteurs, ce sont eux qui sont problématiques. C'est pas des enfants à qui il faut finir par mettre une gifle. C'est simplement ces recruteurs qui, effectivement, le frérisme. C'est ça le problème. C'est-à-dire les gens derrière qui instrumentalisent. Mais on sait où ils sont. Et c'est ceux-là qu'il faut taper. C'est exactement la même chose. On marche sur la tête parce que on attaque la drogue, mais on n'attaque pas les consommateurs de drogue. On sait très bien sur des plateaux de télévision, pas ici, mais sur des plateaux de télévision, vous avez des gens du showbiz qui nous font savoir qu'ils ont pris un pétard, qu'ils ont pris de la coke, etc. Il n'y a aucun problème. C'est parce qu'il y a ces gens-là que vous avez des gamins qui sont des... qui chouffent, je crois. Qui chouffent, voilà, qui guettent. Et à un moment donné, on ne peut pas attaquer toujours les gens comme ça en disant cette jeune fille elle est coupable, mais il y a derrière des gens qui l'instrumentalisent. Ce gamin qui chouffe, il est coupable, oui, mais il y a des gens qui l'instrumentalisent. Il y a toujours derrière les migrants, oui, mais il y a toujours derrière, etc. C'est-à-dire c'est des gros bonnets. C'est les gens qui font, c'est les puissants de l'anti-France, je dirais, qui sont là et qu'on laisse faire. Alors que ces gens-là, on les connaît, et pour le coup, ceux-là, on peut les expulser. Michel Onfray, on va évoquer, et ça nous amène évidemment à la question du trafic de drogue que vous venez d'évoquer, à ce qui s'est passé à Cavaillon cette semaine, avec les voitures de la police nationale qui ont été brûlées devant le commissariat. C'est une réponse des trafiquants de drogue à des opérations place nette qui, évidemment, bousculent leur petit business. L'État ne se laissera pas intimider, ont répété les ministres. On va notamment écouter Bruno Retailleau, qui évoque cette guerre, parce que c'est une guerre que livre l'État français aux narcotrafiquants. La première mesure, la première réponse, c'est l'envoi d'une section de la CRS 81 qui est basée à Marseille. Mais il va falloir une autre réponse, beaucoup plus ample. C'est une guerre contre le narcotrafic qu'il va falloir mener dans le temps, dans la durée et dans la plus grande fermeté, avec sans doute de nouveaux outils législatifs. Mais on voit bien que le narcotrafic est en train de gangréner une partie de nos territoires et il faut y répondre de façon la plus ferme. Voilà, pour le ministre de l'Intérieur, c'est une guerre que nous menons contre des gens qui ont des moyens absolument plus importants que ceux de l'État français. Oui, il va falloir prendre contact avec le patron du Maroc, prendre contact avec le patron des talibans en Afghanistan ou avec le patron du Mexique. Enfin, il y a un tas de pays dont on sait qu'ils sont des États voyous. Ce sont des États voyous. Et on est toujours en train de taper sur les petits consommateurs, etc. Mais enfin, si vraiment on veut discuter, allons-y. Mais il faut faire les deux.
Il faut aussi non, ça servira à sanctionner les rien. C'est-à-dire que consommateurs. oui, bien sûr, vous pouvez dire j'ai une fuite d'eau dans ma maison et j'ai décidé de vider la fuite d'eau avec une cuillère à café. Vous pouvez le faire aussi. Bien sûr, mais ça suffira pas. Donc on légalise, on dépénalise. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Je dis qu'il y a un moment donné où si on négocie vraiment avec des chefs d'État, on arrête de faire semblant, quoi, en disant j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Je parle d'Emmanuel Macron pour parler clairement, qui d'une certaine manière insulte parfois le roi du Maroc sur un certain nombre de questions. Et les peuples arabes ont une espèce de dignité, de sens de l'honneur. On ne parle pas comme ça au monde africain. Il l'a fait aussi en Afrique noire. Et il y a un moment donné où si vous êtes crédible, si vous êtes le général de Gaulle d'une certaine manière, votre parole est entendue. Et à un moment donné, vous pouvez dire, bon, ça sort de chez vous quand même, la fuite. C'est vous qui produisez cette drogue qui arrive jusque chez nous. On a vu, ça se dit enfin, que le Hezbollah ou le Hamas sont financés par l'argent de la drogue. L'argent du cartel d'Amérique du Sud. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut dire ces choses-là. Dire comment tout ça se tient. Et plutôt que de dire, on a trouvé une espèce de petit bouc émissaire, là, petit gamin qui fait, ou un gamin de 14 ans qui finit par tuer quelqu'un. On va en parler dans un instant. Oui. Et là, on dit, coupable, responsable. Mais est-ce qu'on peut voir d'où ça vient, ça? C'est le travail du philosophe. En gros, plutôt que de juger en disant c'est bien, c'est pas bien, là où ça se passe, de dire d'où ça vient. Et quand vous faites un travail, Nietzsche appelait ça un travail de généalogie. Quand vous avez réussi à voir d'où ça venait, alors à ce moment-là, vous coupez la tête. Mais il faut couper la tête de l'hydre, pas juste dire, on a juste coupé un tout petit bout pour dire à la télévision, vous avez vu, on a fait une opération terrible à Cavaillon. Et, oui, d'accord, on a déplacé un centre de drogue, enfin un centre de vente de drogue. On sait très bien que un point de deal, voilà. La télé est là, on dit, vous avez vu, on fait ceci, on fait cela, on avait... Et puis le trafic arrête est suspendu pendant quelques heures. Le temps qu'il y ait les renforts policiers. La police est partie, ça recommence, et puis voilà, personne n'est dupe de ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter de laisser croire qu'on touche vraiment aux choses quand on sait comment on peut toucher. C'est une affaire d'État. Il faut un chef d'État qui soit capable d'aller voir les chefs d'État en disant maintenant vous allez vous calmer et vous allez arrêter de cultiver d'abord du pavot, Aujourd'hui, par satellite, vous savez bien où sont les champs de pavot et ils ne se retrouvent pas dans le Cantal ou de cannabis. Ou de cannabis. Savoie ou en Normandie. On sait où ça se trouve. Voilà. Michel, on va reprendre le fil de notre conversation. On évoquait la question de la délinquance notamment aussi des mineurs. Là, on va se pencher sur ce qui s'est passé à Marseille, où un chauffeur de VTC a été abattu par un adolescent de 14 ans. Cet adolescent avait été mandaté par un voyou qui était lui-même incarcéré en quartier d'isolement à la prison d'Aix-Luynes et qui avait à sa disposition que de téléphone portable. Ça, c'est pour la petite parenthèse sur ce qui se passe dans nos prisons. Cet adolescent, effectivement, a tué ce chauffeur de VTC vraiment par hasard. C'était pas l'objet du contrat. C'était parce qu'il refusait de l'attendre sur place. Ça a provoqué beaucoup de réactions sur place, chez les habitants. Et notamment, il y a une réaction très intéressante que je voulais vous faire écouter. C'est un imam de Marseille qui lui a posé la question de la responsabilité des parents dans cette affaire. Écoutez-le. Je me demande déjà, ils sont où les parents du petit? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il a déjà des parents? Si oui, ils sont où? C'est quoi leur rôle? Parce que ça reste quand même un gamin. 14 ans, c'est un gamin, même si il est quand même responsable de ses actes. Et après, moi, je tiens à dire un mot à tous les parents, tenez vos enfants. C'est une question de bon sens que dit cet homme. Bien sûr. Où sont les parents? Et c'est votre responsabilité de tenir vos enfants. On est d'accord? Il est formidable, M. Katir, mais il a raison. Il a évidemment raison. C'est-à-dire quand on a 14 ans, on a été fabriqué comme ça. On ne devient pas un tueur à gage quand on a 14 ans. Enfin, on ne naît pas comme ça, je veux dire. On le devient. Et comment le devient-on? Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, l'école a failli, ça c'est sûr. Oui, la famille aussi. Voilà. Les parents ont failli, la famille aussi. Puis peut-être aussi une espèce d'ambiance, justement, qui consiste à laisser croire que le petit garçon, dans la tradition arabo-musulmane, c'est quand même, la virilité, c'est formidable, il a tous les droits, et c'est pas une fille. Les filles, c'est un peu secondaire, il suffit de lire le Coran. Et on a cette idée que le garçon, il y a une espèce d'éducation viriloïde, et puis si éventuellement il commence à dire vous m'avez donné les pleins pouvoirs, je les garde et je vous les rends pas, les parents ils sont perdus aussi. Il y a aussi des parents perdus qui n'ont pas compris que cette façon, alors là pour le coup, misogyne, phallocrate et patriarcale. Les féministes qui voient de la misogynie et du patriarcat dans un Occident qui s'effondre, elles devraient regarder un peu de ce côté-là. C'est-à-dire quand vous fabriquez des enfants rois, il y a un moment donné, il a raison cet imam, c'est formidable ce qu'il dit. Et quand vous fabriquez des enfants rois, il ne faut pas vous étonner que le roi de temps en temps, ce soit Néron ou Caligula, et qu'à 14 ans, parce qu'il y a, je crois, 40 000 € à la clé, il puisse mettre un coup de pistolet dans la tête d'un chauffeur de taxi. D'un innocent. De toute façon, c'est tout à fait inacceptable. On va juste écouter Didier Migaud, le ministre de la Justice, qui a pris la parole là-dessus, et notamment sur la question de la façon dont on doit juger les mineurs. Est-ce qu'on doit les juger comme des majeurs? Est-ce qu'il faut lever, dans certains cas, l'excuse de minorité? Écoutez le ministre de la Justice. On ne fera pas disparaître
la spécificité du traitement de la délinquance des mineurs. Non seulement je ne le souhaite pas, mais la Constitution s'y opposerait. Pour autant, lorsque des mineurs commettent des infractions extrêmement graves, en pleine connaissance de cause, on peut s'interroger sur la possibilité d'écarter au cas par cas cette excuse. Notre droit le permet déjà dans des circonstances exceptionnelles. Il ne faut pas s'interdire de réfléchir à étendre cette possibilité face à des situations d'une extrême violence dont l'actualité de ces derniers jours nous a encore donné une illustration tragique. Pour ce que dit le ministre de la Justice de gauche, donc Didier Migaud, qui enfonce une porte ouverte, parce que oui, tous les magistrats savent qu'ils peuvent de temps en temps, dans certains cas, lever l'excuse de minorité. C'est avec ce type de discours qu'on va faire avancer les choses, Michel Onfray ? Non. Mais ça, c'est tout le génie cynique et pervers du chef de l'État qui dit « Bon, je fais une concession sur Bruno Retailleau, mais je vais anéantir Bruno Retailleau avec, effectivement, à la justice, quelqu'un qui fera tout ce qu'il faut pour que ça n'ait pas lieu. » Il nous dit oui, l'excuse, elle peut avoir lieu, mais ce serait pas bien, mais il y a des cas où ça pourrait être bien, ou etc. Bon, on voit bien, c'est du en même temps. C'est tout à fait socialiste, c'est-à-dire macronien. Je suis étonné que les gens ne s'entendent pas. Les socialistes et les macroniens, ils défendent la même vision du monde. Les républicains aussi. Il y a un moment donné, il faut arrêter de laisser croire qu'il y a des différences idéologiques quand on a vraiment le souci de la France. Ils n'ont que des soucis de poste. Ils ont juste envie de se présenter au présidentiel en disant « ce sera moi, ce sera moi, ce sera moi ». Mais s'ils avaient un peu le souci de la France, ils se diraient « mais on ne peut pas continuer à tenir ce genre de discours ». Oui, il y a des gamins qui, à 14 ans, quand ils pensent qu'on peut tuer quelqu'un juste parce qu'il a refusé, je ne sais pas quoi, d'accompagner... D'attendre, juste que le tueur fasse son œuvre. Rien fait. Vous sortez de voiture et puis l'affaire est réglée. Et puis vous laissez le chauffeur de taxi partir. Et là, non, on le bute comme ça, clairement. En même temps, on est dans une civilisation qui fait l'éloge de la violence. J'étais au cinéma il y a quelques jours, mais toutes les bandes annonces des films qui sont à venir, mais c'est une hyper-violence. Surtout américain. Hein. Oui, on a ce qu'il faut aussi. On a des Luc Besson, on a des Mathieu Kassovitz. Enfin, il y a aussi des Français qui regardent du côté des États-Unis quand ils font du cinéma et qui font sans cesse l'éloge de la violence. Je suis pas très cinéphile, mais on a aussi fait l'éloge des films qui font l'éloge. Je crois que c'était un réalisateur français, mais de Mesrine en son temps. On a fait un film qui faisait l'éloge de Carlos. Enfin, tout ça a été présenté avec force. L'esthétique de la violence, bien sûr. C'est ça, force aide médiatique. Je dirais, à un moment donné, on peut pas dire. On célèbre la violence en permanence, les jeux vidéo, etc. Les bandes annonces des films, même à la télévision. Quand vous regardez le soir, si vous dites tiens, je vais regarder un film, et vous regardez, mais les 3/4 des films, il y a de la violence. Parfois, si vous faites péter la planète entière. Enfin. Même avec, par exemple, le film sur Oppenheimer, qui est un très beau film, mais qui joue sur ça aussi. Il y avait des choses à dire sur le nucléaire, civil et militaire, plutôt que de dire à un moment donné, on va appuyer, est-ce qu'on va détruire l'humanité, etc. Et puis d'un seul coup, de voir cette espèce de violence. On joue avec la violence en permanence, et puis on s'étonne qu'à 14 ans, des gamins y recourent. Bien sûr. Michel Onfray, et la France dans tout ça Et j'ai envie de vous demander... ça sent le général. Est-ce qu'elle est... Oui, dans tout ça, parce qu'on parle de l'autorité de l'État qui est bafouée, c'est une France qui est affaiblie. Écoutons le général de Gaulle, c'est notre minute de Gaulle. Ça fait plaisir. En 65, lorsqu'il évoquait devant le journaliste Michel Droit une certaine idée de la France. Je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier. C'est vrai, la France est une chose, à mes yeux, très considérable, très valable. Et elle doit avoir dans le monde, quel qu'il soit, à toute époque, naturellement d'après les circonstances, elle doit avoir un rôle à elle. Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Les Français, c'est eux qui font la France. C'est eux qui en sont responsables, de génération en génération. La France, c'est plus que les Français du moment. La France vient de loin, elle est ce qu'elle est maintenant, et puis elle a l'avenir. Qu'est-ce que c'est beau ce que dit le général. Les Français font la France, mais la France, c'est pas seulement maintenant, c'est pas seulement les Français du moment. Michel Onfray. Vous avez vu comment il est amoureux. On connaît les visages du général, les visages graves, etc. Quand il intervient en 68, pendant la guerre d'Algérie, enfin, on voit un visage fermé, on voit le visage ironique parfois quand il répond à des journalistes lors de conférences de presse. Et puis là, il en parle comme d'Yvonne Vendroux, comme de son épouse. La France, elle est belle, elle est formidable, elle est fantastique. Il est amoureux de la France. On est passé de quelqu'un qui aimait la France et qui surtout avait le sens des longues durées.
Voilà quelqu'un qui nous dit il y a 2000 ans au moins derrière, et il y a au moins 2000 ans devant. Et donc, un chef, c'est fait pour chefer, du verbe chefer, c'est-à-dire faire ce que fait le chef, c'est-à-dire décider, trancher, vouloir, dans l'intérêt de la France. Cette façon de dire, est-ce qu'on veut qu'elle dure? Est-ce qu'on veut que dans 1000 ans, elle puisse encore exister? Ou même peut-être dans 20 ans? Et ça a toujours été son combat au général de Gaulle, de faire de telle sorte qu'elle puisse durer telle qu'elle était, mais en changeant. Il dit toujours, il y a une partie de droite et une partie de gauche. Il dit, les femmes, les hommes, etc., ceux qui veulent l'aspirateur, mais ceux qui veulent en même temps que les mères de famille, ils ne veulent pas que leurs filles elles aillent bambocher le soir, etc. Pendant bambocher, quel joli mot. Non, je ne sais pas s'il dit bambocher, mais enfin, c'est dans l'esprit. Et donc, il défendait cette idée que la France était la droite et la gauche. On dirait aujourd'hui que c'était aussi bien Danton, Robespierre que Louis XVI et Marie-Antoinette. Mais il dit aussi les Français font la France. Mais il a raison. Et ça me frappe. Parce qu'on a l'impression que la France est une notion immatérielle qui ne nous concerne plus en réalité. C'est nous qui la fabriquons. Mais vous avez raison, et vous avez bien choisi cet extrait, parce qu'en fait, c'est pas du tout... On a reproché au général de Gaulle d'aimer une espèce de France idéalisée, mais pas du tout. Là, on voit bien que c'est pas un idéal. Il n'aime pas une idée platonicienne en disant il y a la France, F majuscule, et je déteste les Français. Et c'est le moment où, on a souvent dit d'ailleurs, il aimait la France, mais il n'aimait pas les Français. Et c'est faux, on voit bien qu'il aime la France parce qu'il aime les Français, qu'il aime les Français parce qu'il aime la France, et qu'il dit, mais la France est ce que vous voulez qu'elle soit. Et c'est là que je parlais du chef, d'une certaine manière, d'Emmanuel Macron, mais elle est ainsi faite, la Constitution de 58, que vous portez sur vos épaules, à vous tout seul, d'où l'importance d'être le souverain de la France et des Français. Vous portez l'avenir et le futur de la France, vous portez le passé de la France, vous portez le présent de la France. Et vous devez vous dire, sur des sujets comme ceux dont on vient de parler, et qui peuvent être anecdotiques, qu'est-ce que ça donne pour la France? Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez être un chef d'État digne de ce nom. On va évoquer maintenant Emmanuel Macron, on va faire le lien avec ce qu'on vient de dire, puisque à l'occasion du triste anniversaire des attentats du 7 octobre en Israël, il y a eu cette prise de parole du Premier ministre Michel Barnier. C'était lors de la soirée d'hommage du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et Michel Barnier a évoqué le nom d'Emmanuel Macron. On va entendre les huées qui sont venus de la salle. Écoutez cet extrait. Je veux aussi témoigner, comme je l'ai fait tout à l'heure en recevant leur famille, mon soutien personnel et l'engagement qui est aussi celui du président de la République à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France n'abandonne jamais ses enfants. Voilà pour Michel Barnier. Emmanuel Macron avait évoqué 3 jours auparavant le fait de ne plus livrer d'armes à Israël qui puisse permettre de frapper Gaza. C'est terrible d'entendre le nom du président de la République siffler. Non, je pense que d'abord les Juifs ont bien raison de le siffler parce que franchement, il n'est pas venu à la manifestation contre l'antisémitisme et il ne dit rien de tout ce que fait la France insoumise. C'est-à-dire que quand Jean-Luc Mélenchon dit on doit pouvoir pavoiser le drapeau palestinien, rien n'est dit, rien n'est fait. Le chef de l'État pourrait intervenir, un peu comme le général de Gaulle avec Savareuse, en disant il y a péril en la demeure. Voilà quelqu'un qui fait l'éloge de l'intifada en France, qui nous fait savoir qu'effectivement on peut prendre les armes, etc., etc. Mais on nous dit le danger vient de Marine Le Pen, mais c'est tous les jours que nous avons des antisémites à la France insoumise en disant il frôle l'antisémitisme, il est à touche-touche avec l'antisémitisme. Non, il est antisémite. Il est antisémite. Et je crois que c'est Bruno Retailleau je suis sûr que c'est Bruno Retailleau qui a cité Vladimir Tranchilevitch à l'Assemblée nationale pour nous expliquer que de fait, l'antisémitisme avait changé entre l'antisémitisme contemporain de Jésus, peuple déicide, etc., l'antisémitisme de Voltaire, l'antisémitisme des socialistes français ou de Marx au XIXe siècle. Tout ça a changé. Et il a raison, Bruno Retailleau, de dire qu'aujourd'hui, l'antisémitisme et l'antisionisme ont partie liée. Si vous ne voulez pas qu'Israël existe, qu'est-ce que vous allez faire des Israéliens? Vous allez les remettre à l'eau. Donc c'est ça vraiment la question que ne perçoit pas, enfin j'en sais rien, Emmanuel Macron, je ne sais pas de quoi ça relève, mais enfin c'est l'existence d'Israël qui est en jeu. C'est pas juste de libérer deux ou trois otages, vous êtes la seule, presque la seule à pouvoir donner une centaine d'otages qui sont toujours captifs. Aux deux Français qui sont... Ofer et Ouad, les 2 otages français. Il est question de détruire l'État d'Israël. L'Iran le dit. Le Hezbollah le dit, le Hamas le dit, aussi les 3 le disent. C'est-à-dire Ahmadinejad, dans son temps, disait déjà qu'il fallait rayer Israël de la carte. Et Mélenchon, déjà, en son temps, disait que c'était formidable. Voilà quelqu'un qui... L'ayatollah Khomeini aussi. Oui, mais Mélenchon et les siens ne sont pas des dangers pour la démocratie. Ils soutiennent des pays qui disent qu'il faut détruire physiquement Israël. Il y a un moment donné où le problème, c'est plus de savoir s'il faut livrer des armes ou pas livrer des armes, c'est de savoir si on veut qu'Israël existe et dure, si oui, on les aide,
Et sinon, effectivement, on laisse les pleins pouvoirs au Hezbollah et au Hamas et on détruit Israël. Il vaut mieux être aujourd'hui ukrainien que d'être juif pour Emmanuel Macron. On va écouter un petit extrait de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez évoqué. Il avait demandé que effectivement les drapeaux palestiniens soient déployés partout en France le 8 octobre. Ça n'a pas été le cas, à part à Sciences Po, évidemment. Un petit extrait de ce qu'il a dit. À partir de mardi 8 octobre, jeunes gens, pavoisés aux couleurs de la Palestine, qui subit depuis un an le martyre du génocide. À partir du 8 octobre, pavoisés aux couleurs du Liban, la nation sœur, le peuple ami, dans lequel nous refusons de trier parmi ceux qui résistent à l'invasion. Pavoisés pour montrer que cette France existe. Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement ce que vous disiez, Michel Onfray. Oui. C'est-à-dire, jadis, on le voyait en compagnie de drapeaux rouges avec la faucille et le marteau. Un temps, il a joué la carte gaulliste et gaullienne avec Jaurès. Je me souviens d'un discours à Marseille où il y avait des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. Et là, il intervient avec un drapeau palestinien. On ne peut pas mieux dire. Il le fait savoir en permanence. Qu'est-ce qu'on va attendre ? Mais qu'est-ce qu'on va attendre, une véritable intifada dans les rues de Paris ou en France, partout, pour qu'on puisse dire « Ah oui, finalement, il est dangereux, ce monsieur ». Ça fait des années que je dis que quelqu'un qui nous fait savoir que Cuba n'est pas une dictature, que la Chine avait bien raison d'envahir le Tibet, que le régime de Poutine est formidable, est un personnage dangereux, que quelqu'un qui nous dit que Robespierre est formidable, ça veut dire qu'effectivement, il défend le tribunal révolutionnaire, l'usage de la guillotine et la terreur. Ça veut dire ça, quand même, quand on a choisi ça. Quand on a choisi Fidel Castro, on a choisi exactement la même chose. Et on nous dit ce monsieur n'est pas dangereux. Mais allez voir du côté de Marine Le Pen, parce que c'est elle qui est vraiment dangereuse, faisant un arc républicain pour interdire à ce que Jordan Bardella soit Premier ministre. Mais lui, tous les jours, et ses copains, quelques-uns de ses copains, sont en train de nous dire, mais finalement... Qui sont élus démocratiquement, hein. Oui, mais c'est un peu normal. C'est-à-dire que comme ils choisissent, vous avez vu l'amour de la France de ce monsieur, c'est-à-dire quand il peut être élu à Marseille, il va à Marseille, quand il peut plus, il s'en va, etc. Il n'en a rien à faire des gens de Marseille. Il est question qu'il aille à Montpellier désormais, parce qu'il regarde juste les endroits où ils font des bons scores. Puis après, ils y vont. Puis après, ils nous font une théorie en disant mais la nation est une et on n'a pas besoin d'être enraciné. Si on est député de la nation, on peut l'être n'importe où. N'importe où, sauf qu'on va voir les endroits où on fait 60% en premier tour pour pouvoir y mettre des Deloglu ou de quelques autres qui vont être élus au premier tour. Mais tant qu'on laissera un discours comme celui-ci exister sans contrepartie, parce que finalement, on n'entend pas de gens qui soient capables, si quelques-uns de temps en temps, mais enfin, les partis, les chefs de parti, le Parti socialiste est derrière, tout le temps, en permanence. Et puis les Républicains sont derrière le Parti socialiste, qui est derrière Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on a vu que Gabriel Attal était capable, pour des histoires de bricolage, de faire voter pour le front, le front prétendu républicain, on se dit, ben voilà, tous ces gens sont en train de défendre l'idée qu'il vaut mieux un drapeau palestinien qu'un drapeau français. Au passage, François Hollande, qui était aussi présent à la soirée du CRIF, s'est fait copieusement huer. Oui. On va terminer par le wokisme. C'est évidemment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez repéré, Michel, vous allez nous expliquer, une émission sur le service public qui vous a interpellé à ce sujet-là. Expliquez-nous en quelques mots. Qu'est-ce que c'était ? Oui, c'est le retour des wokistes qui sont, avec Boucheron et quelques autres au Collège de France, qui étaient dans la cérémonie des Jeux Olympiques. L'ouverture des JO. Voilà, et qui, là, nous propose une histoire de France en 3 fois 2 livraison, c'est-à-dire des épisodes, plus 1 heure, 2 heures, plus 2 heures, plus 2 heures, 6 heures, pour faire de l'histoire. Moi, je trouve ça formidable. J'ai toujours trouvé que, comme le général de Gaulle et comme Malraux, que la télévision, quand elle faisait d'éducation populaire, elle était dans le meilleur de sa forme. Et donc, je me suis dit, formidable. J'ai regardé ça. Je vois dans le Figaro un tiers de page disant, c'est formidable, c'est très bien, très bien. En fait, c'est un exercice wokiste. Pendant 6 heures. Alors là, j'ai vu les 2 premières heures, mais on commence par nous présenter. Alors, nos ancêtres, les Gaulois, bien sûr. Alors là, les Gaulois sont des alcooliques. Et comme ils sont alcooliques, les Romains les ont imbibés pour pouvoir les combattre. Après, on nous dit, Vercingétorix, il a bien essayé d'être le général de Gaulle. J'exagère, la chose n'est pas dite comme ça. Mais il a bien essayé de résister aux Romains, disons-le plutôt comme ça. Finalement, ça lui a valu d'être incarcéré auprès de César. Et puis, il a compris après que finalement, le gaullisme, la résistance, ça sert à rien. Il vaut mieux collaborer avec les Romains. Et c'est comme ça en permanence. C'est-à-dire qu'on nous présente Clovis en disant le baptême de Clovis. Mon ami Philippe de Villiers vibre quand il parle de Clovis. Là, on a un type à poil de dos qui rentre dans une espèce de baptistère, une espèce de jacuzzi, où il est là avec 3 personnes. Où on dit, allez, Clovis est en train de se baptiser. C'est pas grand-chose, nous dit-on, mais c'est pas la christianisation. C'est quoi ? Ce type est un coupeur de bourse, et puis c'est un personnage qui est païen. En gros, il se convertit parce qu'il a juste envie d'avoir des territoires, etc. On sait très bien, je ne sais pas si ces gens le savent, mais je veux dire que
Constantin s'est converti comme ça, c'est-à-dire au pont Milvius, au moment où il y a une bataille, il dit qu'il a gagné contre Maxence parce qu'il a vu le signe d'une croix et on lui dit par ce signe tu vaincras. Et Constantin se convertit et convertit en même temps l'Empire. C'est un schéma qui est produit par le premier intello de l'époque, premier intellectuel, qui s'appelle Eusèbe de Césarée. Ce schéma, il a servi pour Clovis. On peut faire de l'histoire et d'imythologiser sans pour autant dire que ce type était fait de sac et de cordes, que faisait ça par opportunisme. Et ça continue. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment sur tous donné, les épisodes, c'est comme ça. Oui, sa compagne, elle est présentée comme une Syrienne. Syrienne, sous-entendu, vous avez vu, le salut vient de l'Orient, le salut vient du métissage. Mais être syrien à l'époque, syriaque, c'est pas forcément être musulman. Ça peut être aussi être chrétien. Vous avez des Arabes qui ne sont pas musulmans. Il faudrait que ces gens-là le sachent. Et quand ils nous disent, par exemple, que c'est grâce aux Arabes que la philosophie a pu arriver en France, la philosophie ancienne, c'est totalement faux. Et ça arrive en France par le Mont-Saint-Michel, où il y a un scriptorium, et où vous avez des Syriens qui ont échappé aux Arabo-musulmans qui voulaient leur faire la peau parce qu'ils étaient chrétiens. Donc on peut être arabe et chrétien. Et quand cette princesse est présentée en gros comme une musulmane, on se dit mais c'est n'importe quoi. Eh bien, on fait œuvre de désinformation. Et évidemment, il y a un moment donné où on fait le coup déjà, on désinforme beaucoup. Parce que ceux qui désinforment sont ceux qui prétendent dénoncer les désinformations. C'est formidable comme les endroits dans Libération ou Le Monde où on vous dit on va décrypter, on va désintoxiquer. Ce sont les lieux mêmes où on intoxique. Je vais aller jusqu'au bout, je vais voir comment on va traiter la Révolution française. Vous nous en parlerez dans les prochaines émissions. Oui, mais volontiers. Mais pour l'heure, ce que j'ai vu, je me dis, mais on ne va pas remplacer la bêtise crasse d'un certain nombre de Français sur l'histoire de France par une bêtise encore plus crasse où on veut idéologiser l'histoire de France nous expliquant que le métissage c'est formidable et que la collaboration c'est formidable. Non, je pense qu'on peut avoir une autre histoire de France. Allez voir au Puy du Fou, vous aurez effectivement... Oui. C'est même, je pense, un peu pensé comme un anti-Puy du Fou. Un anti-Puy du Fou. Oui. Mais pourquoi ne pas lancer un podcast sur l'histoire, Michel Ah mais moi je suis partant. Hein je pense qu'effectivement, il y a on pourrait faire une espèce d'université populaire sur CNews où il y aurait des cours européens de philosophie, d'histoire, de littérature, où pour le coup, on ne serait pas là en train de dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'antisémitisme chez Balzac quand il décrit les banquiers juifs ? Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on peut aussi parler du Lys dans la vallée ? Est-ce qu'on peut aussi parler... Moi, je crois vraiment, il y avait des beaux textes de Malraux sur ce sujet, que les masses médias, comme on disait à l'époque, peuvent faire ça. Si CNews peut faire un contre-projet qui lui-même me semble être un contre-projet. Avec Europe 1, je précise, parce que c'est très important. Un contre-projet. Très bien. Oui. Écoutez, merci beaucoup, Michel Onfray, pour cette très belle émission en votre compagnie. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur CNews et Europe 1. Bonne journée.